Don Valentine, le fondateur de Sequoia, entre dans une pièce. La personne qui l'attend dans la pièce est sur le point de devenir le plus grand fondateur du monde, une véritable figure emblématique parmi les fondateurs. Mais pour l'instant, c'est un inconnu. Et comme s'en souvient Don Valentine, ce type sent bizarre et ressemble à Ho Chi Minh. Don Valentine finit par investir dans la start-up de cette personne et lance une immense série de succès d'investissement pour son entreprise, Sequoia Capital. Qui est la personne qu'il rencontre ce jour-là dans cette pièce? C'est Steve Jobs. Ceci est l'histoire de Sequoia Capital, l'une des sociétés de capital risque les plus célèbres et durables de la Silicon Valley, ayant investi dans des entreprises telles que Apple, Cisco, WhatsApp, Airbnb, Zoom, LinkedIn, PayPal et Google, entre autres, au cours de ces 50 ans d'histoire. Ces investissements valent aujourd'hui des milliers de milliards de dollars en valeur boursière. Et des diplômés du monde entier rêveraient d'avoir une chance de travailler chez Sequoia. Parce qu'avoir Sequoia Capital sur son curriculum vitae apporte un prestige immense. Comment Sequoia Capital a-t-il construit un tel palmarès d'investissement? Qui sont les puissants faiseurs de pluie qui gagnent des milliards en travaillant chez Sequoia? Que peuvent tirer les personnes ambitieuses de l'ascension de Sequoia? Tout tourne autour de la victoire. Et c'est ce qu'on essaye de faire ici. Don Valentine est le fils d'un chauffeur de camion et vient de débuts modestes. Ses parents n'ont pas fait d'études et aucun d'eux n'a même terminé l'école supérieure. Mais à la manière des bons catholiques, ils accordent de l'importance à l'éducation et surtout à l'éducation religieuse. Ainsi, Don grandit à New York en fréquentant des écoles catholiques et finit par aller à l'université Fordham. Il obtient son diplôme au début des années 1950 et est rapidement appelé sous les drapeaux. Don a une vision très négative de l'armée. Il n'aime pas la discipline et il fait les choses à sa manière. Mais il aime surtout l'électronique et la technologie. Et il finit par être chargé dans l'armée d'apprendre aux officiers supérieurs à utiliser la technologie moderne. Alors, au lieu de faire la guerre avec des chevaux et des hommes, essayez d'utiliser la technologie moderne. Il a l'impression d'être un petit-fils apprenant à sa grand-mère à utiliser un iPhone, ce qui le met mal à l'aise dans son rôle. Il est transféré dans la marine et est affecté en Californie. C'est un tournant majeur dans sa vie. Quand il arrive en Californie, il descend du bateau et fait clairement comprendre qu'il n'a pas l'intention de repartir. J'ai atteint la terre promise. Il ne neige pas ici en hiver. Je ne retournerai jamais sur la côte Est. J'adore cet endroit. Après un court passage dans une entreprise appelée Sylvania Electrics, Don prend un poste chez Raytheon à Los Angeles. Un poste qui façonnera grandement ses compétences en tant qu'investisseur légendaire en capital risque. Raytheon fait partie des 5 grands. Il ne s'agit pas de ces sociétés d'audit ennuyeuses, dont l'une s'est suicidée, mais de l'un des 5 principaux sous-traitants de la défense. Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics et Raytheon. Don travaille dans l'industrie des hautes technologies, vendant des solutions informatiques à ces départements de la défense dans l'armée. En parallèle, comme tout guérillero en herbe devrait le faire, il commence à suivre des cours à temps partiel. À l'école de commerce de l'UCLA, il se concentre sur la vente et le marketing afin de développer davantage ses compétences commerciales. Mais après un certain temps, il sent qu'il est temps de changer. Il finit par être recruté pour déménager dans le nord de la Californie et rejoindre une jeune start-up. Une entreprise de semi-conducteurs très en vogue, Fairchild Semiconductor. L'entreprise qui a construit le premier circuit intégré en silicium. La croissance incroyable et la demande pour le silicium sont dues à Fairchild. Parce que Fairchild était l'entreprise qui a été la première à proposer que le silicium était en fait le matériau le plus efficace à utiliser pour les semi-conducteurs. Ici, Don fait un coup de maître, comme on peut s'y attendre d'un vrai gigachat. Il vend les semi-conducteurs Fairchild à des sous-traitants de la défense à Los Angeles et fait passer l'entreprise de quelques millions de dollars de vente à plus de 150 millions de ventes annuelles en seulement quelques années. Et 150 millions à l'époque, c'est énorme en valeur actuelle. On peut juste espérer qu'il avait un bon accord de partage des revenus en place. Il est promu puis dirige le service ventes et marketing chez Fairchild. Si vous faites attention, vous voyez déjà combien cela lui sera utile pour sa carrière de capital risqueur. Aujourd'hui, les semi-conducteurs sont partout, alors qu'avant, ils n'étaient utilisés nulle part. C'était comme la vague actuelle des crypto-monnaies, mais sans la dégénérescence de Reddit.
Un nouveau paradigme était en train de s'établir et Don est à l'avant-garde de ce mouvement. Mais il y a un problème. Chaque fois que Don acquiert un nouveau gros client, qu'il doit apporter de légères adaptations aux produits qu'il vend ou qu'il entre sur un nouveau marché, il doit obtenir l'approbation du conseil d'administration de l'entreprise. Et il y a beaucoup plus d'acheteurs potentiels qu'ils ne peuvent en servir. Don veut profiter de cette opportunité. Il élabore un plan ambitieux et le présente au conseil d'administration. Son argument ? Investir dans certains de leurs clients. Fairchild Semiconductor pourrait aider à développer ces jeunes entreprises afin qu'elles deviennent de plus gros clients à l'avenir, tout en profitant d'une plus-value sur les actions en même temps. Mais la réaction du conseil d'administration est décevante. Absolument pas. C'est une idée folle. Qui voudrait faire ça ? Mais Don ne serait pas Don s'il abandonnait comme ça. Il commence à investir lui-même. Essentiellement, il devient un investisseur providentiel. Chaque fois qu'il travaille avec un client de Fairchild, qui est une jeune entreprise avec un potentiel de croissance, il investit un peu d'argent de son propre compte personnel. Mais comme moi et beaucoup d'autres investisseurs providentiels le savons, il y a un gros problème. Nous n'avons qu'un capital limité. Vous avez l'argent. Nous sommes riches. Nous ne sommes pas riches. Nous sommes riches. Nous sommes fauchés. Si seulement il pouvait gérer un peu de l'argent des autres, c'est là que la sérendipité frappe complètement. Si Don n'avait pas fait ce choix, il est vraiment douteux qu'il y aurait eu une Sequoia Capital. Il se peut même qu'il n'existe pas d'industrie moderne du capital risque telle qu'on la connaît aujourd'hui. Après un court passage chez National Semiconductor, Don reçoit une proposition de Capital Group qu'il ne peut pas refuser. La plupart d'entre vous, jeunes gorilles ambitieux, connaissent sûrement des institutions financières comme Goldman, Kohlberg Kravis Roberts ou Apollo. Capital Group est un peu plus discret. Mais devinez quoi ? Leurs actifs sous gestion s'élèvent à 2600 milliards de dollars américains. Fondée en 1931, elle est l'une des plus anciennes et des plus grandes sociétés de gestion d'investissement au monde. Grâce à Don, ils découvrent ses activités d'ange investisseur dans l'investissement privé et font une suggestion. Que penseriez-vous de quitter National Semiconductor pour travailler à plein temps chez Capital Group ? Nous fournirons le capital, vous apportez l'expertise. Marché conclu. Je suis avec eux maintenant. En 1972, Don quitte la vente pour devenir investisseur en capital risque à plein temps, alors que ce secteur n'est pas encore établi. À l'époque, il y avait peut-être 50 millions de dollars disponibles à l'échelle nationale pour financer de nouvelles entreprises, et cela dans le début des années 70. Il rejoint le Capital Group, qui lance un fonds de 5 millions de dollars pour ses clients, souhaitant investir dans des startups à haut risque et haut rendement du secteur des semi-conducteurs. Don commence à faire des investissements au nom du Capital Group. En même temps, il lance sa propre entreprise et lève un fonds de capital risque. Le nom de l'entreprise, Sequoia Capital. Mais la levée de fonds s'avère plus difficile que Don ne le pensait. Même s'il a un bon parcours et une expérience professionnelle dans l'un des plus grands gestionnaires d'un financier de l'époque, c'est difficile. L'accueil reçu de la part des investisseurs potentiels dans son fonds, les fameux Limited Partners, cela ne ressemble pas au secteur de l'investissement ni à du revenu fixe. Don répond exactement. Ce n'est pas le secteur de l'investissement, c'est le secteur de la création d'entreprises. Dans une histoire amusante, il va voir Solomon Brothers, la banque d'investissement à New York. Il s'assoit avec les banquiers et expose son argumentaire. Ils disent seulement « On voit que vous n'êtes pas allé à la Harvard Business School ». Il répond « C'est vrai, je n'ai pas fréquenté la Harvard Business School, mais la Fairchild Semiconductor Business School ». Les banquiers, eux, ne trouvent pas ça drôle et n'investiront pas avec quelqu'un n'ayant pas fait la Harvard Business School. Une énorme erreur pour le bilan de Solomon Brothers. Ils vont se faire massacrer par la crise financière et ce sera bien mérité. Don mettra près de 3 ans avec un groupe de capitaux à lever le premier fonds indépendant Sequoia. Mais enfin, en 1975, cela arrive. Sequoia se lance avec un premier petit fonds estimé entre 3 et 5 millions de dollars américains. Ici, l'objectif du fonds est clair et le travail diffère totalement de celui des fonds de capital risque actuels. Dans les années 70, même avant que je ne rejoigne, et dans les années 80, nous construisions l'infrastructure de ce qu'on appelle aujourd'hui Internet. Une fois que Don commence, il établit ce qu'il appelle quelques règles de base pour investir.
Beaucoup de ces règles influencent encore aujourd'hui la manière dont Sequoia investit, expliquant par exemple son statut d'institution d'élite. Liste de contrôle d'investissement de Sequoia Capital. Il faut viser un marché très large. L'investissement potentiel doit se situer en Californie du Nord. Il doit concerner une technologie avancée. Il doit avoir une capacité de marge brute élevée. Il doit offrir à Sequoia la possibilité de réaliser un retour sur investissement de 100 millions de dollars. Et enfin, la start-up doit réagir positivement à la participation active de Sequoia. Donc, Sequoia influence les entreprises et les aide à se développer. Et l'un des aspects les plus importants du capital risque, à savoir apporter de la valeur aux startups après leur acquisition, est une superpuissance évidente de Don Valentin. Il est capable de faire passer ses entreprises en portefeuille au niveau supérieur, en les aidant à faire des ventes et du marketing, à aller sur le marché ou à renforcer leurs finances et leur comptabilité. Et sa première opération est un succès immédiat. La start-up allait devenir une pionnière des jeux d'arcade, des consoles de jeux vidéo et des ordinateurs personnels. Les produits de l'entreprise, comme Pong et l'Atari. 2600 ont contribué à définir l'industrie du divertissement électronique des années 1970 au milieu des années 1980. Cet investissement était parfaitement lié à l'expérience de Don chez Fairchild Semiconductors. Notre premier investissement a été dans une entreprise appelée Atari. Don investit 600 000 $ dans l'entreprise en 1975. Et l'année suivante, l'entreprise finit par être rachetée par Warner Communications pour 28 millions. Sequoia récupère vite 4 fois son investissement. C'est un excellent taux de rendement interne, mais cela reste en deçà du 20 fois que Don espère atteindre à long terme. Suit ensuite son investissement dans Apple. Et bien que Sequoia, représenté par Valentin, investisse très tôt dans Steve Jobs alors que personne d'autre n'est prêt à le financer. Chaque rencontre avec Steve était un véritable événement. Cet accord est en même temps l'un des plus grands succès de Sequoia. C'est l'une des raisons pour lesquelles Sequoia a complètement réorganisé toute sa structure d'entreprise il y a seulement quelques mois. Ce qui s'est passé, bien sûr, est un sentiment que beaucoup de novices de Wall Street Bats connaissent trop bien. Ils ont vendu trop tôt, Sequoia a prématurément retiré Apple de son portefeuille. Éjaculateur précoce. La position est clôturée en 1979, avant l'introduction en bourse d'Apple, pour environ 6 millions de dollars. Un rendement correct, mais étonnamment faible, alors que la société vaut aujourd'hui plus de 2500 milliards de dollars en bourse. Sequoia aurait pu gagner des milliards, mais comme nous le verrons, ils ont tiré des leçons de cette expérience. Probablement l'un des investissements les plus réussis de Don a eu lieu en 1987. Don investit 2,5 millions dans une petite entreprise fondée sur le campus de la Graduate School of Business, appelée Cisco, pour 30% de la société. 12 ans après la création de Sequoia Capital, Don a tiré ses leçons. Il ne laissera pas passer celle-ci. Il finance entièrement l'entreprise dès le début, avec 2,5 millions et obtient 30% de la société. L'entreprise entre ensuite en bourse peu de temps après, avec une capitalisation boursière de 224 millions. Don reste au conseil d'administration et ne distribue pas les actions. Il reste président du conseil d'administration jusqu'au milieu des années 90. Sequoia valorise Cisco et réalise d'énormes profits sur l'entreprise. Et cela s'avérera être la stratégie de Sequoia Capital pour l'avenir. Parallèlement à tous ces investissements qu'il réalise, Sequoia continue de lever de nouveaux fonds. Les fonds augmentent régulièrement en taille, passant de ce premier fonds de 3 à 5 millions à environ 150 millions par fonds dans les années 1990, levant un nouveau fonds tous les 3 ans environ. Mais Don comprend qu'il ne peut pas investir dans toutes ces entreprises ni leur consacrer le temps et l'attention nécessaires à leur réussite. C'est tout simplement trop de travail. Ainsi, pendant les années 70 et 80, Valentin développe l'entreprise en recrutant une petite équipe ambitieuse autour de lui. Je crois que tout a commencé avec Don Valentin, dont 2 leçons ont marqué mon esprit. La première était vraiment une appréciation des marchés et la seconde, une capacité à recruter des personnes non conventionnelles. Il a recruté Mike Moritz puis m'a embauché juste après. Ils ont ensuite réalisé de nombreuses transactions et investi dans des entreprises comme Cisco, Oracle, Google et Yahoo très tôt, ce qui leur a permis de réaliser des gains importants. L'une des recettes du succès lors du processus de recrutement, c'est qu'ils recherchent des personnes ayant une expérience fonctionnelle dans une start-up. Par exemple, en conception, ingénierie, produits, marketing et vente, etc. Don Valentine sait que parfois, les entreprises les plus incroyables comme Apple ou Cisco
semble folle. Et il faut quelqu'un qui soit prêt à voir le potentiel derrière cette folie et à les soutenir. Et bien souvent, ce ne sont pas des gens qui viennent de la Harvard Business School. Avançons jusqu'au milieu des années 90, Don Valentine regarde en arrière sur un parcours incroyable et pose les bases de ce qui va devenir la plus célèbre institution de capital risque au monde. Mais maintenant, Don comprend qu'il est temps de passer le relais à la génération suivante. Et le contrôle de l'entreprise est transmis à deux hommes qui allaient devenir des poids lourds de premier plan dans l'écosystème du capital risque. Doug Leone et Michael Moritz. Michael Moritz avait un parcours impressionnant et élitiste, ayant étudié à l'université d'Oxford et à la Wharton School de l'université de Pennsylvanie. À l'instar de Jason Calacanis, le légendaire investisseur providentiel que nous avons également présenté sur cette chaîne, Michael a d'abord choisi de gaspiller son potentiel dans le journalisme. En prenant un peu d'âge, je me suis intéressé au journalisme. Et il aurait peut-être pu y rester pour toujours si ce n'était pas pour une conversation qui a tout changé. Je suis allé voir un monsieur qui était le rédacteur en chef du Daily Telegraph et il m'a dit « Si j'avais ton âge, je quitterais la Grande-Bretagne pour aller en Amérique. » Et c'est ça qui m'a envoyé en Amérique. Aux États-Unis, il a rejoint le magazine Times. Quelques années plus tard, dans sa carrière, il a décidé qu'il ne voulait pas travailler trop longtemps dans le journalisme. J'avance avec ça maintenant. Et il a pris la décision de quitter Time et de poursuivre une carrière dans le capital risque. À l'époque, j'ai vu ce qui arrivait aux gens. Cela m'a ouvert les yeux. J'ai vu ce qui arrivait aux gens qui restaient en Allemagne et qui avaient 60 ans. Et surtout s'ils travaillaient pour Time, qui était un boulot plutôt confortable, où l'on était envoyé partout dans le monde et où l'on finissait comme alcoolique. Ce qui, à mes yeux, semblait vraiment être une trajectoire de carrière très attrayante. Après de nombreuses années chez Time, il a cofondé Technologic Partners, société de bulletins et conférences technologiques. Et avec quelqu'un d'autre, j'ai lancé une petite entreprise qui publiait des bulletins d'information et organisait des conférences sur l'industrie technologique. Et voilà pour moi. Et ce gag-là, il s'est resté avec l'entreprise et finalement, de nombreuses années plus tard, sans mon aide, Dav Jones a racheté cette société. Grâce à cela, il a rencontré de nombreuses personnes dans la Silicon Valley et a ensuite rejoint Sequoia Capital en 1986. De la même manière que ce que nous faisons sur le Discord de Kevin John, en élaborant des plans maîtres sur 10 ans, c'est le facteur le plus important non seulement pour les individus, mais aussi pour les entreprises, comme le décrit Mike Moritz. Moritz sera ensuite nommé comme le premier capital risqueur sur la liste Forbes-Midas en 2006 et 2007. C'est un peu la comparaison brutale pour les capital risqueurs. Aujourd'hui, il investit dans Google, Yahoo, Skyscanner, PayPal, Webvan, YouTube, Zappos, et il siège actuellement au conseil d'administration de sociétés comme Klarna, Kayak.com, LinkedIn, Stripe et PopSugar. Moritz a siégé au conseil d'administration de sociétés comme Google, PayPal, Yahoo et Zappos. Google figurait parmi les nombreux co-investissements réalisés avec John Doerr de la société rivale Kleiner Perkins. Et l'introduction en bourse de la société en 2004 a fait de Moritz l'un des hommes les plus riches du pays de Galles. Comparé à Michael Moritz, qui est éloquent et distingué, Doug Leone est une toute autre bête. Leone est né le 4 juillet 1957 à Gênes, en Italie. Sa famille y déménage aux États-Unis lorsque Leone a 11 ans. Lorsque Doug Leone arrive à Mount Vernon, New York, en 1968, l'immigrant italien de 11 ans n'a aucune idée de ce qu'il attend. Il rate un quiz de maths à l'école car les mots « vrai » et « faux » le troublent. Il porte des pantalons affreux achetés chez Sears, ce qui lui vaut les moqueries de ses camarades de classe. Après l'école, il regarde McHale's Navy tout seul sur une télévision en noir et blanc, espérant apprendre des expressions familières qui l'aideront à s'intégrer. Hé, mon gars, regarde! Bonne chance, bébé, on se fait attaquer. Quelques années plus tard, Léon trouve ses repères. Il travaille là sur des bateaux à l'adolescence, il sue comme un porc pendant son job d'été. Comme il s'en souvient, il peut regarder de l'autre côté et voir tous les enfants à la piscine du club de campagne. Les jeunes gars parlent aux filles et il se dit à lui-même « J'ai hâte de vous retrouver dans le monde des affaires. Votre erreur a été de me laisser entrer. Ambition, vulnérabilité, revanche. »
De nombreux immigrants refoulent ces sentiments en montant vers la notoriété. Ils cachetent les vieilles blessures et font de leur mieux pour se fondre dans l'aristocratie américaine. Pas Léoné. Même après avoir été évincé de son poste d'associé directeur chez la société de capital risque Sequoia Capital, Léoné garde toujours l'attitude d'un homme déterminé, cherchant désespérément sa première vraie chance. Comme il le dit, la peur motive en grande partie mes actions. Après avoir été harcelé pendant de nombreuses années, Doug termine enfin le lycée. Cette expérience le rend plus fort, mais il est aussi une personne différente de celle qu'il était lorsqu'il est arrivé aux États-Unis. Il parle maintenant assez bien anglais. Il ajoutera quelques tampons prestigieux à son curriculum vitae. Léon obtient une licence en génie mécanique à l'université Cornell en 1979. Master en génie industriel de l'école d'ingénierie et sciences appliquées de Columbia en 1986 et master en management de la Sloan School of Management du Massachusetts Institute of Technology en 1988. Après avoir obtenu son diplôme de l'université Cornell, il commence à travailler chez Hewlett-Packard en tant que commercial. Et la chance frappe à nouveau, son secteur de vente est également là où se trouve la Columbia Business School. Mais cet endroit avait une chose importante à l'Université Columbia, où quelqu'un m'a expliqué ce qu'était le Advanced Research Projects Agency Network. Cela m'a amené à obtenir un emploi chez Sun Microsystems, encore une fois, ce secteur de vente pourri. On peut dire que j'ai créé ma chance en posant quelques questions. Mais ce coup du sort malchanceux a mené à une opportunité chanceuse. Employé numéro 50 et quelques chez Sun Microsystems, je ne me souviens plus exactement. L'Advanced Research Projects Agency Network a été créée en tant qu'agence pour les projets de recherche avancés du département de la Défense des États-Unis. Et elle est souvent considérée comme l'ancêtre précoce d'Internet. Au début des années 1970, lorsque les 4 premiers nœuds de l'Advanced Research Projects Agency Network sont devenus opérationnels, les choses étaient plus compliquées. Échanger des données entre différents ordinateurs, sans parler de différents réseaux informatiques, n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Mais cela suffit à rendre Léon de plus en plus intéressé par le monde des ordinateurs et d'Internet. Pendant une brève période, il travaille pour la start-up Prime Computer, fabricant de mini-ordinateurs. Encore une fois, il choisit de travailler dans un poste de vente, vendant des ordinateurs à Wall Street et empochant ses jolis billets verts. Peut-être est-ce l'intersection entre la technologie et la finance. Peut-être est-ce sa rencontre avec l'un des légendaires investisseurs chevronnés dans le capital risque à son travail chez Sun Microsystems, Vinod Khosla, cofondateur de Sun Microsystems et fondateur de Khosla Ventures. Un homme qui mériterait à lui seul une biographie complète. Ou peut-être est-ce lui qui se promène sur la 6e avenue en se demandant comment diable générer d'énormes richesses et s'offrir tout le luxe qu'il voit autour de lui. Quoi qu'il en soit, Doug Léon élabore un plan. Il veut travailler dans le capital risque. Mais déjà à l'époque, les chances d'entrer dans le capital risque étaient faibles. C'est une industrie récente et Doug n'a pas Harvard sur son curriculum vitae. Il retourne alors à l'université et réussit à intégrer Columbia pour un master en génie industriel. Cela valorise assez son curriculum vitae pour qu'il soit admis en Master of Business Administration au Massachusetts Institute of Technology. Son approche pour entrer dans le capital risque est créative. Il contacte toutes les sociétés de capital risque connues de l'humanité à ce moment-là par lettres écrites. Et les dieux du capital risque lui offrent l'opportunité de sa vie. Don Valentine de Sequoia l'accepte pour un entretien. À 5h un lundi, il passe un entretien avec Don. Et Don Valentine lui pose exactement une seule question. Qu'est-ce qui est important? Je savais ce qui comptait. J'ai parlé 7 ou 8 minutes et j'ai vraiment tout donné. 30 secondes de silence et il a dit « Quoi d'autre ?» Ah. Il n'est pas clair comment Doug a pu se remettre de ça. Mais ce qui est clair, c'est qu'il a eu le poste à la fin. Don Valentin apprécie plusieurs qualités chez Léon, essentielles à retenir pour les jeunes gorilles ambitieux voulant entrer dans le capital risque. Ses compétences en vente qu'il a acquises grâce au travail de commercial qu'il a effectué, sa mentalité de battant en tant que jeune immigrant chad, prêt à se salir les mains, et son charisme qui a sans aucun doute aussi été développé lors de ses précédents rôles dans la vente. Et Doug est sur le point de prouver à Don qu'il a fait l'un des meilleurs choix d'embauche possibles. En tant qu'investisseur providentiel, vous misez sur 20 entreprises, espérant qu'au moins une réussisse pendant que les autres consomment votre argent. 2 ou 3 s'en sortiront correctement et vous rapporteront un peu plus que ce que vous avez investi. Et tout le reste partira directement à la poubelle.
Doug Léon investit dans 3 entreprises lors de ses débuts chez Sequoia, et les 3 sont entrées en bourse. La vérité, c'est que Doug est tellement plongé dans les technologies de réseau et de logiciels qu'il est capable de distinguer les futurs gagnants des simples utilisateurs. Pour apprendre, informez-vous sur ces 3 succès, Renaissance Software, International Network Services et Arbor Hyperion. Mais préparez-vous à passer beaucoup de temps à comprendre l'entreprise. Doug rejoint Sequoia Capital en 1988 et devient associé directeur en 1996. Tout est sans dit. Il a transmis le partenariat à tout un groupe de jeunes investisseurs. Il nous a simplement dit ce qu'il ne voulait pas faire. En 1996, Doug Léoné et Michel Moritz prennent la tête de l'entreprise. Une ascension incroyable pour un immigré italien parti de zéro. Véritable témoignage du leadership de Don Valentin. Voici une petite histoire tirée d'un livre. Une fois, j'ai assisté à une présentation en tant qu'associé avec Don. Nous avons quitté la présentation. Don a laissé une note écrite à l'encre verte. Il n'écrivait qu'à l'encre verte. Il l'a laissée sur la table pour que je la voie. Doug Dash, pas digne d'écouter les fondateurs, il a laissé ça sur la table pour que je le voie. C'était mon retour sur la façon dont je questionnais les fondateurs. Wow. Tu as appris très vite. Tu sais, tu as des espaces sûrs. Je veux des retours tous les lundis après-midi. Dis-moi si je fais bien les choses. Laisse-moi te dire, ce mot de Don valait 20 de ces réunions qu'on a maintenant. Et donc, j'aime cet homme. Il m'a donné la chance de ma vie. Je le respecte énormément. Il a vraiment changé ma vie et m'a offert une chance. Là où il y a lumière, il y a aussi obscurité. Et les premiers succès de Doug Léon ont aussi créé chez lui un faux sentiment de confiance. Il s'apprête à relever son plus grand défi professionnel. Un défi qui révélera les vraies valeurs de Sequoia. Ce défi surviendra en 1999 lors de la bulle Internet. La bulle Internet désigne la période de 1995 à 2000 où les investisseurs ont massivement financé des startups Internet, espérant leur rentabilité rapide. Les investissements spéculatifs dans ces jeunes startups, les dot-com, font monter les marchés boursiers. L'indice Nasdaq, centré sur la technologie, passe de moins de 1000 en 1995 à un sommet de 5408 le 10 mars 2000. Dans la ruée vers Internet, beaucoup d'investisseurs négligeant les indicateurs traditionnels comme le ratio cours-bénéfice. À la place, ils adhèrent à un modèle économique qui privilégie la construction rapide de la notoriété de la marque et de la part de marché, même si cela nécessite d'offrir des services ou des produits à prix réduit ou gratuitement. Les faibles taux d'intérêt en 1998 ont contribué à augmenter le montant du capital investi dans les entreprises.com. L'exubérance s'intensifie. De nombreux fondateurs et investisseurs s'enrichissant rapidement lors de l'entrée en bourse des entreprises de .com. Mais comme tout DJ de Wall Street Bets peut en témoigner, chaque bulle finit par éclater à un moment donné. Et la bulle commence à éclater en 1999. En 2000, des entreprises comme Pets.com déclarent faillite. Et en 2001, la bulle a complètement éclaté, emportant de nombreuses .com ou .bombs, comme les investisseurs commencent à les appeler ainsi. Et Sequoia n'est pas exempté de l'action. Leur fonds de crise pour les entreprises .com va si mal que les associés de Sequoia découvrent le sens du mot clawback. C'est le jargon de l'industrie pour désigner le remboursement que les capital risqueurs sont contractuellement obligés de faire aux investisseurs s'il s'avère qu'ils ont empoché plus que leur part de 20% des profits globaux du fonds. Les capital risqueurs doivent parfois rembourser des clawbacks après avoir perçu leur part de 20% sur les premiers gains d'un fonds, ce qui est courant. Et plus tard, le fonds global perd de l'argent. Cela survient souvent après la bulle technologique qui, lorsqu'elle dure, fait décoller les actions de dizaines de jeunes entreprises. La clause de récupération fait que de nombreux fonds de capital risque perdent de l'argent, même si certains investissements étaient rentables. Léon organise des réunions de cellules de crise au siège de Sequoia. C'est tellement grave que certains associés de Sequoia doivent plus que leur valeur nette aux commanditaires. Comment peuvent-ils s'en sortir? La plupart des sociétés de capital risque préfèrent capituler, accepter la perte sur le fonds, lever un nouveau fonds et recommencer à gagner via les frais. Mais Sequoia ne veut pas choisir la voie facile.
À l'image du constructeur automobile Ford, qui a refusé d'accepter les plans de sauvetage du gouvernement, en 2008 Sequoia veut réussir par ses propres moyens, uniquement grâce à son travail acharné. Personne ne va perdre d'argent chez Sequoia Capital. Alors ils prennent des fonds qui, par exemple, étaient à 0,3x, ce qui signifie que si c'était un fonds de 100 millions de dollars américains, il ne valait actuellement que 30 millions de dollars américains. Les investisseurs du fonds ont perdu 70 millions de dollars américains avec leur investissement. Et Sequoia fait l'impossible en les faisant remonter à près de 2x. En renonçant aux frais, sans rien gagner du fonds, mais en réinvestissant tout l'argent dans les startups et en aidant concrètement les startups à survivre. La fierté d'avoir réussi un tel redressement va façonner la culture de Sequoia pour des années. Et pendant des années, Doug Leone dira aux clients que ces moments comptent parmi les plus fiers de l'histoire de Sequoia Capital. Ce ne sont pas les moments où vous êtes au sommet après avoir investi dans Google ou Cisco, mais ce sont les moments où vous êtes au plus bas dans le rouge profond qui définissent vraiment qui vous êtes en tant qu'entreprise. En 2012, Mike quitte son poste de président-directeur général de Sequoia pour des raisons de santé. Par conséquent, dans ce duo, il ne restait plus que Doug, qui devient l'associé directeur mondial chez Sequoia. Passons à l'époque récente. En 2017, Forbes classe Leone parmi les 10 meilleurs investisseurs du secteur technologique aux États-Unis. Il a mené l'expansion internationale de Sequoia en Chine et en Inde, des étapes clés pour la domination mondiale de l'entreprise. Les gens doivent savoir que nous avons un groupe de partenaires en Chine qui décident localement. Et je veux aussi que les gens sachent que depuis, je dirais 13 ans, personne aux États-Unis n'a gagné un centime de plus grâce à la Chine. Ce qui signifie que nous contribuons à un fonds commun, ils contribuent à un fonds commun et nous partageons tous l'argent. Donc, on reçoit un assortiment de fruits secs, mais la valeur en dollars reste la même. Léon gérait les investissements dont ServiceNow Aruba, Meraki, Rackspace et MedExpress. Il siège au conseil d'administration de PlantGrid, Nubank, Action IQ, Numerify et Lattice Engines. En 2017, il est classé 693e sur la liste Forbes des milliardaires mondiaux avec une valeur nette de 2,9 milliards. En 2020, il figure sur la liste des milliardaires de Forbes avec une fortune de 3,5 milliards. Plutôt solide pour un jeune immigrant italien ambitieux. Ma vie s'est vraiment divisée en 3 périodes différentes. Les premières années, il s'agissait de réussir. Est-ce que je peux y arriver? Est-ce que je peux y arriver? Est-ce que je peux y arriver? De 30 à 50 ans, je voulais simplement être le meilleur. C'est vraiment ce qui m'a motivé. De 55 ans jusqu'à aujourd'hui, à 57 ans. Et j'espère jusqu'à la fin de ma carrière, ce qui me motive vraiment, c'est de travailler avec des jeunes. C'est un peu dur, mais je ne veux pas traîner avec des gens comme moi ou des personnes âgées. Je préfère être avec des gens comme toi. Et donc, chez Sequoia Capital, trouver un jeune partenaire, investisseur ou employé talentueux et l'aider du mieux possible, c'est vraiment ce qui me motive aujourd'hui. Ce que Sequoia Capital est devenu au cours des dernières décennies est vraiment remarquable. Entrez dans les bureaux austères de Sequoia sur Sand Hill Road, la capitale du capital de la Silicon Valley, et voyez ce qui se passe lorsqu'une poignée de perfectionnistes affamés comme Léon et Moritz se réunissent. Commencez par l'entrée, remplie de copies encadrées de documents de financement pour 98 entreprises. Le défilé des succès commence avec l'introduction en bourse d'Apple en 1980. On y trouve des entreprises comme Oracle, Cisco, Yahoo, Google et LinkedIn, les enfants de Sequoia. Depuis sa création en 1972, Sequoia a soutenu des startups qui représentent aujourd'hui une valeur boursière, combinée stupéfiante de 1,4 milliard de dollars américains, soit l'équivalent de 22% du National Association of Securities Dealers Automated Quotation. Sequoia ne met pas en avant son héritage avec l'ostentation qu'affichent d'autres sociétés de capital risque majeur, et encore moins des entreprises comme John Pierpont Morgan ou Kohlberg Kravis Roberts. Nous avions tous ces posters, 200 introductions en bourse, 20% du National Association of Securities Dealers Automated Quotations, blablabla. Enlevez-les tous des murs. Enlevez-les tous des murs et agissons comme si nous n'avions pas eu une seule réussite. Chez Sequoia, les introductions en bourse historiques sont entassées dans des cadres de qualité médiocre, comme ceux des pharmacies.
Les associés de Sequoia ne profitent pas de bureaux privés luxueux. Ils travaillent au debout à des bureaux dans un vaste hall ouvert. Les salles de conférence sont ornées de corbeilles à papier en plastique bon marché. On dirait que les associés de Sequoia n'avaient pas compris qu'ils pouvaient être riches. Ou peut-être essayent-ils d'imiter l'état d'esprit de grands noms comme Bill Gates, des vétérans du monde des affaires qui ont bâti des entreprises dominantes grâce à une obsession sans faille. Bill Gates m'a emmené à l'aéroport dans sa voiture. Et la radio manquait dans la voiture. Un énorme trou dans le tableau de bord. J'ai demandé à Bill, tu t'es fait cambrioler? Il a répondu, non, je l'ai enlevé. Pourquoi tu l'as fait enlever? Eh bien, je conduis de chez moi au bureau, ce qui prend 7 minutes et 32 secondes. Puis je vais du bureau à l'aéroport, peu importe combien de temps ça prend. Et il a dit, si j'ai la radio, j'ai peur de l'allumer et de ne plus penser à Microsoft. Ces dernières années, les méthodes débrouillardes de Sequoia ont permis à la société de réaliser ses plus grands gains jamais enregistrés. 9 associés de Sequoia figurent inscrits sur la liste Forbes Might As des capital risqueurs les plus prospères, grâce à ses investissements lucratifs. L'associé de Sequoia, Jim Gutz, a longtemps occupé la première place, ayant soutenu WhatsApp en 2011, bien avant son rachat par Facebook, pour 19 milliards de dollars. Leon occupe la 6e place, suivi de ses collègues Michael Moritz et Alfred Lin. Le salaire de base chez Sequoia n'est pas censé être impressionnant. Alors que les salaires des 9 associés principaux de la société peuvent dépasser 1 million, Sequoia ne s'embarrasse pas de primes garanties à la manière de Wall Street. Certains associés juniors de Sequoia ont accepté une baisse de salaire pour rejoindre l'entreprise, un sacrifice facile. Les plus-values dépassent largement le salaire de base. Leur historique d'investissement est tout simplement trop bon. Et comme Sequoia affiche l'un des meilleurs historiques d'investissement au monde, vous ne serez pas surpris d'apprendre que les associés entendent plus de 200 présentations par mois. Les chances de réussite sont d'environ 1%. Laissez-moi d'abord planter le décor. Nous sommes très conscients que lorsqu'une personne vient chez Sequoia, elle est préparée. Nous sommes très conscients du fait que, dans de nombreux cas, c'est leur grand jour, l'un des plus importants. Peut-être qu'ils vont aller chez Andreas, peut-être chez Benchmark. Donc nous prenons cela très au sérieux. Les réunions chez Sequoia commencent exactement à l'heure. Elles se terminent à l'heure et personne n'a son iPhone allumé. Ça va à l'encontre de toute notre culture. Personne ne fait de mail, pour être clair. Et selon le partenaire que vous rencontrez, les chances peuvent être plus ou moins élevées. Chacun a sa spécialisation. Qu'une réunion se termine par un oui ou un non, les fondateurs décrivent leur heure avec Sequoia comme l'une des expériences les plus intenses de leur vie. Moritz est le détective, écoutant chaque détail de l'histoire d'un fondateur et posant quelques questions d'une perspicacité troublante. Lien et Schreier sont tous deux les spécialistes de la croissance, cherchant des moyens pour que les startups orientées vers le consommateur puissent avancer encore plus vite. Gutz et Gogan, mécaniciens, s'appuient sur 25 ans d'expérience dans des entreprises technologiques pour accroître les chances de succès d'une startup. Et puis il y a Leon. Il aime défier les fondateurs dès le début pour découvrir qui est assez solide pour réussir. Tony Zingal, cadre expérimenté de la Silicon Valley, se rappelle une réunion dans les années 1990 où Leon a pris son curriculum vitae, l'a glissé de l'autre côté du bureau et a grogné. Que sais-tu sur la gestion d'une start-up? Ils se sont chamaillés 10 minutes avant que Leon ne déclare. D'accord, maintenant on sait que t'es un sacré malin. Maintenant, on peut commencer la réunion. Et si vous réussissez enfin, il est probable que vous ayez un accord verbal en place seulement quelques heures après votre présentation initiale. Cela leur a même valu le respect de personnes comme Elon Musk. Je suis allé voir Mike et il a décidé d'investir en gros, je pense, en l'espace de peut-être 30 minutes ou quelque chose comme ça. C'était tout. Ensuite, Mike a viré 5 millions de dollars sur nos comptes sans vraiment avoir signé quoi que ce soit. Juste après une réunion très courte, c'était tout. Pour Sequoia, il s'agit de ne pas compliquer les choses. Et ils gagnent aussi du respect parce qu'ils semblent vraiment être utiles. L'un des mantras du capital risque est d'être utile opérationnellement, mais peu le sont vraiment. Mais malgré la réussite de ses choix d'entreprise, Sequoia n'est pas à l'abri de l'échec. Les 3 plus gros ratés, Twitter, il pouvait acquérir 10% de l'entreprise en 2007 quand elle valait seulement 26 millions. Mais Sequoia a suggéré qu'il voulait une participation de 20 à 30% et ils sont passés à côté. De même, Sequoia a raté son investissement chez Sean Parker.
Et donc, lorsque Mark Zuckerberg s'est associé à Sean Parker, Zuckerberg a décidé de faire une blague à Sequoia. Invité à une réunion de financement en 2004, Zuckerberg est arrivé en retard, en bas de pyjama, pour présenter son projet parallèle, Wirehog. De plus, il a ensuite entamé sa présentation, les 10 principales raisons pour lesquelles vous ne devriez pas investir. Mais Sequoia a eu le dernier mot lorsque Facebook a accepté d'acheter WhatsApp avec Sequoia, qui a gagné plus de 6 milliards grâce à sa participation de 40% dans l'entreprise. Enfin, comme nous l'avons dit plus tôt, Sequoia a également commis l'erreur de vendre ses actions Apple en 1979, seulement 18 mois après les avoir achetées. Mais ces échecs ont aidé l'entreprise à adapter sa méthodologie, à moins se focaliser sur les pourcentages, à conserver ses gagnants plus longtemps et parfois à surpayer des entreprises prêtes à changer le monde. Toutes ces expériences sont aussi les raisons pour lesquelles Sequoia a récemment adopté une structure de fonds totalement nouvelle, un fonds perpétuel, quelque chose qui n'a pas encore été vu dans l'industrie jusqu'à présent. Que faire de cet actif pour que tous y gagnent? Par gagnant-gagnant, j'entends même gagnant-gagnant-gagnant. Les fondateurs, les partenaires limités, dont 70% sont des organisations à but non lucratif, ainsi que Sequoia. On s'est dit, mince, si on pouvait faire comprendre aux fondateurs qu'on peut rester longtemps à leur côté. Victoire pour les fondateurs. On peut dire aux partenaires limités qu'on va les aider à mieux gérer leur distribution pour qu'ils la conservent sur le long terme plutôt que de la vendre immédiatement. Et de notre point de vue, si on pouvait siéger dans ces conseils, quelques conseils d'administration pendant longtemps, ça nous aiderait vraiment aussi. Donc, on a vu qu'on avait un atout unique que tout le monde ne peut pas reproduire. Si on affirme avoir généré 7 000 milliards de capitalisation et 250 introductions en bourse, il suffit qu'un autre partenaire dise « on l'a fait aussi ». Nous avons 100 introductions en bourse, mais pour Sequoia, il faut surtout plusieurs grandes sorties. Et ce sont des initiatives comme celle-ci, construire une structure de fonds entièrement nouvelle, conserver les gagnants plus longtemps et offrir une qualité exceptionnelle qui ont permis à Sequoia de rester en tête pendant des années. Don Valentine, qui est décédé en octobre 2019, était considéré comme l'un des leaders d'une génération qui a façonné la Silicon Valley et a choisi le nom Sequoia parce qu'il évoquait la longévité et la force des grands séquoias. Les associés ont souligné à quel point Valentine était humble, étant quelqu'un qui s'est abstenu de mettre son propre nom sur l'entreprise. Mais l'héritage de Sequoia perdure, avec de nouvelles levées de fonds en cours afin d'investir dans certaines des plus grandes idées que cette planète ait jamais connues. Certaines n'existent peut-être même pas encore.